Au bout de 3 ans, je veux dire, il y avait une telle population au jardin, ça drainait un tel nombre de gens, c'était devenu tellement important, les gens venaient de tout Paris, il y avait des initiatives toute la semaine, ils étaient obligés de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Il y avait une énergie populaire, un dynamisme. Ça a été éphémère, puisque au bout de 5 ans, on a été expulsés pour qu'ils construisent un gymnase. Expulsé par qui? Par la mairie. On n'a jamais vu cette démocratie participative. C'était du blabla. C'était parfaitement du blabla. Moi, quand j'allais aux réunions et que je voulais parler du jardin, on m'empêchait de parler. Il ne faut pas se décourager, il faut résister. Vraiment, il faut résister à l'entreprise générale de découragement, quoi. Même les petites idées, il faut les faire, quoi. C'est toute notre vie. Pas que le jardin, mais cette lutte, cette résistance. Salut les amis, alors nous sommes dans un nouvel épisode de Esprit Libre. Esprit Libre, moi vous me connaissez déjà un petit peu, je suis l'ami de Romain, énergéticien, artiste, philosophe. Et aujourd'hui j'ai le plaisir immense d'inviter mon frère. Nous invitons mon frère qui a fait un jardin solidaire à Paris il y a 20 ans. Et que moi j'ai connu à ses débuts, que j'ai suivi à peu près tout le temps. Et ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que avant de revenir en France, j'étais à New York où j'avais connu les Gringa Guerillas, donc les jardins solidaires de là-bas. J'avais trouvé ce projet génial. J'arrive en France et voilà que mon frère fait ça sur un domaine de 3000 m² avec une double entrée en pente, au soleil, enfin un truc incroyable. Et du coup, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous raconte un peu l'histoire et la chronique qui a duré sur des années quand même. 5 ans. Sur 5 ans. C'est une expérience incroyable d'autogestion, aussi de rencontres avec les institutions, de rencontres avec les populations, des populations difficiles en plus, je me souviens à ce moment-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on rêve, tout ce dont on rêve, tout ce dont on parle dans les médias, en fait, il a réalisé sur 5 ans. Et moi, j'ai eu l'honneur d'y participer en tant qu'artiste, en tant que frère, en tant que famille, voisin même, et tout ça. Olivier, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est un artiste peintre, et ça a été le présenter. Voilà. Ben moi, je suis plasticien, j'ai un atelier dans le 20e. Et au bout de 10 ans de discipline de peinture et d'enfermement à l'atelier, j'ai éprouvé le besoin de sortir de chez moi et de rencontrer les gens, d'éprouver un peu une relation sociale positive. Et donc, je suis sorti de chez moi avec ce projet de faire un jardin. Et j'ai prospecté autour de chez moi, donc autour de l'atelier dans le 20e, et j'ai trouvé un terrain extraordinaire de 3000 m², en pente douce, entre la rue des Vignoles et la rue des Haies, et qui était une décharge à ciel ouvert, avec quelques plantes adventices, du buddleia, du pissenlit, enfin tout ce qu'on trouve dans les terrains vagues. Et je me suis mis, comme ça, du jour au lendemain, à essayer de planter avec des gens du quartier. Au début, les gens me regardaient un peu ils étaient dubitatifs, évidemment. Qu'est-ce qu'un homme seul peut faire devant un terrain de 3000 m² qui est une décharge? Ça paraissait improbable comme projet. Mais j'y étais tellement souvent que j'ai fini par convaincre les gens de ma bonne foi et par les convaincre de rejoindre le projet. Et donc, au bout de quelques mois, au bout de 6-8 mois déjà, il y avait les jeunes du quartier qui avaient leur repère dans le jardin. Il y avait les petits blacks qui venaient y jouer. Enfin, dès le début, c'était une aventure collective. Non, c'est passionnant ce que tu racontes parce qu'en effet, je me souviens que tu étais dans un moment super seul. Oui, au début, c'était difficile. Oui. Voilà, et c'est vrai que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. En plus, dans l'art plastique, on est seul avec sa toile ou avec ses objets, contrairement à la musique où je peux être avec l'orchestre, tout ça. Et en effet, il y a eu tout à coup, la sédentarité, c'était plus possible, quoi.
Ça, je me souviens bien. Et je me souviens que dans la famille, on était contents qu'il y ait tout à coup une relation sociale possible. Mais maman, elle était inquiète parce que, en effet, c'était un peu seul dans le désert, quoi. Oui. Donc on s'est dit, où est-ce que ça va mener? Voilà, au début, tout le monde se demandait qu'est-ce que j'allais bien pouvoir devenir tout seul dans ce terrain vague où il y avait des poubelles, des vieux caddies. Qui faisaient 2 mètres de haut, quoi. Des poubelles de 2 mètres de haut. En plus, avec les mendiants qui jetaient tout. Ce que je faisais dès le début, comme ça, pour essayer d'amender le terrain, c'est que je faisais des tertres. J'empilais les poubelles, je mettais des cailloux par-dessus pour tenir l'ensemble, je recouvrais de terre et je plantais en gazon avec des capucines aussi pour tenir un peu les choses, des capucines grimpantes. Et comme ça, je faisais des tertres pour dissimuler l'état du terrain aux visiteurs. Non, il faut vraiment avoir en tête qu'on était à la fois super contents que tu refasses de la sociabilité et en même temps, tu avais l'air d'un fou. Oui, bien sûr, je sais bien. Voilà, c'était incroyable comme truc. Putain, comment c'est ça tout seul, quoi. Oui. Dans un quartier... à cette époque, je sais pas comment c'est maintenant, c'était un quartier de banlieue. Enfin, oui, c'est un quartier déshérité, un quartier populaire où les jeunes sont dans la rue, quoi. Ils sont au coin des rues, ils savent pas très bien quoi faire, et c'est un peu la déshérence, quoi. La plupart ont terminé en prison. Bah, tous sont passés par la case prison, oui, voilà, c'est vrai. Après le jardin, j'ai eu des nouvelles, ils sont tous passés par la case prison. Oui. Puis je me souviens aussi, il y avait les Blacks sénégalais. Surtout. Oui, les Baïfal, c'est une secte voilà, musulmane mouride ils s'étaient installés dans le jardin. Dès qu'ils ont vu que le jardin s'améliorait, qu'on pouvait y trouver des petits endroits cool et tout, ils s'installaient, ils faisaient du feu et ils picolaient là, tranquillement. Ils picolaient, ça n'arrêtait pas. Et ils faisaient de la musique aussi et des bons plats. Et du coup, pour aller vite dans le sujet, justement là, toi en gros, pour faire un petit saut dans le temps, ton expérience sur quelques années, tu as réussi à réimpulser une vraie sociabilité, une vraie vie sur un endroit qui était un peu mortifère dans ce que vous décrivez. Ben, c'est-à-dire que au bout de quelques mois, j'ai réussi à convaincre un ami de m'aider. Alors on était déjà 2, ce qui simplifiait beaucoup les choses, ça me permettait de ne pas être tout seul, d'avoir une communication et de partager le projet. Et puis au bout d'1 an, on était 4 ou 5, et là le projet est vraiment parti de façon vraiment beaucoup plus vite, quoi. Et surtout qu'on a eu une subvention de la Fondation de France et du Fonds social européen. C'est-à-dire que c'était très, très ambivalent comme chose, parce qu'on était à la fois soutenu par des institutions, et en même temps, on était désavoué par la mairie, qui essayait par tous les moyens de nous décourager. Dès le début, ils ont posé des barrières et des palissades pour empêcher qu'on se rende sur le terrain. À chaque fois, j'ai enlevé les barrières, enlevé les palissades, mais à chaque fois, ils nous envoyaient la police, ils nous envoyaient les CRS avec des chiens policiers, des mitraillettes, enfin, tout pour nous décourager, quoi. Il a fallu attendre 3 ans pour que la mairie finisse par s'avouer que le projet était intéressant et surtout qu'il avait bien pris dans le quartier, qu'il drainait beaucoup de monde pour reconnaître le jardin et faire partie des jardins partagés de la ville de Paris. Et je me souviens, quand tu revenais des réunions de mairie, t'étais fou de rage. Ben oui, parce que le maire du 20e, Michel Charza, avait impulsé ce qu'il appelait une démocratie participative. Or, ces réunions, c'était pour parler de 3 poubelles et de 2 cajots. Il n'y avait absolument aucune discussion réelle. Il n'a jamais voulu entendre parler du projet. Il nous déniait complètement toute responsabilité et toute initiative. C'était assez incroyable. Ouais, et moi je trouve que quand tu me racontais ça a vraiment mis en exergue le fait que le pouvoir institutionnel va te parler d'écologie et de démocratie participative. Sur le terrain, il n'y a rien de ça. Voilà. Et dès que ça vient du peuple, c'est-à-dire toi, nous, les gens du quartier, ils balisent, ils comprennent même pas, ils n'en veulent pas. C'est la vérité. Dès le début, ils ont eu très peur que ce terrain devienne un danger public, quoi. Alors que, au contraire, le jardin a calmé le quartier, a vraiment impulsé une sociabilité vraiment nouvelle dans le quartier.
et toutes les initiatives qu'on a prises ont pacifié vraiment le quartier, quoi. Je me souviens, ça faisait des liens. Oui, bien sûr. On se rencontrait, alors que c'était des pâtés de maison, on était à côté. Des gens qui ne devaient pas se rencontrer, on se rencontrait dans le jardin. Voilà, les gens du quartier rencontraient des petits bobos parisiens qui venaient de tout Paris. C'est ça, c'est ça. Il y avait un brassage culturel absolument incroyable. Donc là, qu'on imagine bien, hein, pour l'image et les populations qui sont là-bas, là, c'est vraiment des quartiers difficiles où les gens, Oui, on en a parlé oui, tout à l'heure, tout à c'est fait. vraiment voilà, c'est les quartiers où on va pas se promener en général quand on fait du tourisme, par exemple. Non, Ah jamais, non, pas non. du tout. Personne ne vient dans ce quartier pour visiter. Hein. Comme ça, on imagine bien. Ah non, puis il y avait de la violence, hein, je me souviens. Oui, bien sûr, il y avait du deal, il y avait de la violence, oui. c'était un quartier difficile. Mais par la suite, les dealers du bout de la rue ont fini par protéger les jardins. Quand on a eu des problèmes avec des irréductibles qui voulaient foutre la merde, ben ils les chopaient, ils leur mettaient des claques et ils les renvoyaient. Parce que leur petit frère venait au jardin. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ils nous protégeaient. On était protégés par les dealers du quartier. Et ça, c'est hyper important parce que ça prouve aussi que on a tendance à penser que c'est la police qui va tout résoudre, alors qu'en fait, la police, elle a juste foutu le boxon. Ah oui, ça, c'est Je me clair. souviens qu'en plus, on était hyper cool avec, on les invitait même à Oui, manger moi, avec nous. j'envoyais mes invitations pour les différentes initiatives, le cinéma en plein air, les concerts, les représentations théâtrales, les tirs de feux d'artifice pour le 14 juillet, les concerts pour la fête de la musique, et puis on faisait des concerts en dehors de ces dates-là. J'envoyais tout ça là, au commissariat. J'ai jamais essayé de faire ça en cachette, quoi. Je faisais ça au vu et au su de tout le monde. Et quand tu les invitais, même dans des banquets de réunions de quartier et tout ça. Non, ils venaient pas. Ils venaient pas. Ils venaient pas. Quand ils venaient avec les mitrailleuses, casqués armés avec des chiens. C'est vrai. Oui. Ils sont venus 2 fois alors qu'on faisait du cinéma en plein air le soir. Ils ont débarqué comme ça, une 50aine, casqués, Robocop, mitraillettes et chiens policiers. Pour avoir essayé de reprendre un jardin partagé, Voilà. solidaire. Sauf que quand ils arrivaient, il y avait 200 personnes allongées sur la pelouse en train de regarder un film, tout ça dans une ambiance bon enfant, avec les enfants qui couraient au milieu, et il n'y avait aucune raison d'intervenir. Comment tu l'as interprété, toi, ça? Clairement une façon de nous décourager, qu'on parte, qu'on ne s'installe pas, qu'on ne développe pas quelque chose d'original. D'original, je dirais même de populaire. Oui, de populaire, bien quelque sûr. chose qui venait vraiment du quartier, profondément à la base. Et c'était le message, il est clair, et on l'a vu après avec les Gilets jaunes, et toute la suite nous le prouve, c'est que l'institution, qu'elle soit de gauche ou de droite, elle veut pas que ça vienne de la base. Elle veut tout de suite se le récupérer et construire autre chose et s'en faire une bonne image. Mais à coup de violence, à coup de juridiction, à coup de découragement, c'est la vérité. Donc l'idéologie que l'État serait de notre côté pour des entreprises populaires, c'est juste faux et on l'a vécu ensemble. Et chacun, alors lui beaucoup avec le jardin, moi avec d'autres choses, mais c'est évident. Et dans les détails, dans les réunions avec les maires ou Non, mais ils nous envoyaient des émissaires, Voilà. un commissaire de police, une déléguée de la mairie, pour essayer de nous décourager, pour parler avec moi et me dire que c'était pas possible, que on risquait d'avoir des problèmes avec les dealers, qu'on risquait de drainer un public de sans-abri et de gens violents. Enfin, tout pour faire peur, quoi. Toujours ce discours catastrophiste alors que tout se passait bien. Et je dirais même plus, parce que les dealers, les géants violents, ils étaient là, de toute manière. Donc qu'est-ce qu'ils allaient inventer qu'on allait drainer? C'est exactement le contraire. Ça a pacifié le domaine. Ouais, non, c'est... Est-ce que des fois, ils se sont aperçus de ça quand ils voyaient... Au bout de 3 ans, je veux dire, il y avait une telle population au jardin, ça drainait un tel nombre de gens, c'était devenu tellement important, les gens venaient de tout Paris, il y avait des initiatives toute la semaine, ils étaient obligés de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Il y avait une énergie populaire, un dynamisme, une autonomie et de nouvelles choses, quoi, de nouvelles sociabilités, quoi.
Puis au niveau des jardins, tu avais amené des plantes Ah oui, incroyables. aux subventions, j'ai pu acheter des arbres, une trentaine d'arbres de 4 mètres de haut. On a pu planter des pelouses, mettre des arbustes, des fleurs. J'allais chercher à la campagne au début du blé, du maïs, du tournesol qu'on plantait dans un grand champ au milieu. Enfin, c'était vraiment arboré, quoi. C'était pas un terrain vague de gravier et de sable. Il y avait du gravier et du sable pour baliser les allées, mais c'était vraiment vert. Ah, c'était magnifique. Puis je me souviens que tu avais aussi cette espèce d'utopie. Tu me disais, on veut recréer le jardin exotique parce que comme notre maman vient des Caraïbes, tu avais aussi cette idée. Il y avait les bananiers. Moi, je me souviens des Oui, bananiers. il y avait des bananiers et une serre, dans laquelle on essayait d'acclimater des plantes un peu tropicales. Et puis, moi, je me souviens surtout quand les camions de gravier sont arrivés. Ouais. Ah, ça a été la fête. Non, ça a été fou C'était parce que ouf. pour égaliser le terrain qui était un peu chaotique, j'avais fait venir du gravier, sauf que le camion benne est arrivé dans la rue des Haies et a tout déversé sur le trottoir et ça a empiété sur la rue. Les voitures étaient obligées de contourner. Et il a fallu une journée entière de brouettes et de poubelles qu'on remplissait pour disperser ça sur le terrain. Ça nous a pris une journée à une dizaine. Oui, je me souviens. Et je me souviens que la compagnie était venue t'aider, justement. Oui, tout à fait. Oui. C'est la compagnie de... Les Transmutants, donc la compagnie, c'était ma compagnie, et où mon frère nous avait invités. Tu peux nous rappeler un peu ça faisait partie des activités. On vous avait invité pour de la danse. Ouais, c'est ça. Pour un spectacle de dance. Et vous aviez construit une scène. Oui, une scène surélevée. Il y avait une grande scène surélevée d'un mètre 20, 1m30, avec un backstage. Il y avait un banc de musculation pour les adolescents, il y avait une cabane pour les enfants, un kiosque, une serre. Il y avait vraiment tout ce qu'on pouvait rêver, on l'avait construit dans le jardin. Mais alors tu sais que j'ai une danseuse qui a été traumatisée. Pourquoi? Parce que on avait fait un spectacle où t'avais les danseurs qui dansaient, puis on avait les musiciens, puis on avait fait un faux truc où t'avais une fausse journaliste allemande qui venait, qui prenait les photos, qui inscrivait tout, mais qui faisait exprès de passer devant le public pour gêner. C'était un peu l'idée, les médias nous font chier, quoi. Sauf que les petits, là, dont on parle, pas les jeunes, qui étaient donc très directs, ils disaient à la nana, mais casse-toi, grosse pute, on voit pas le spectacle. Ils ont pris des pierres, ils l'ont jeté, la journaliste de merde, casse-toi. Ils ont commencé à la caillasser. Alors, on a géré tout ça, mais elle est venue me voir à la fin en disant, moi je veux plus jamais faire de spectacle dans ce lieu-là. Non, ça faisait partie du spectacle. Ça faisait partie du spectacle. Et après, quand on l'a dit, ils ont dit trop fort, bravo. Non, mais il y a toujours eu des événements comme ça un peu chaotiques. Je me souviens qu'un journaliste de Radio Nova qui était venu nous interviewer s'est fait dépouiller de son micro, de son appareil d'enregistrement et de son téléphone. Voilà, c'est des choses qu'on peut déplorer, mais c'est vrai que le jardin, il y avait parfois des moments un peu bizarres. Non, mais ça c'était sympa parce que après quand ils ont vu qu'on avait fait semblant, ils étaient tout émerveillés, quoi. Donc ça c'est elle qui... Elle venait de Munich, la bourgeoisie munichoise, c'était compliqué pour elle. Non, c'était très sympa. Je me souviens de tous les petits noirs qui... Alors eux, ils étaient pris par le spectacle. En plus, c'était des spectacles, on faisait des grimaces un peu indiens. Donc vous ameniez en plus de la culture et du théâtre dans un endroit qui n'en avait pas beaucoup de base. Absolument. Non, mais le cinéma en plein air, on choisissait des films intéressants, pas des films de kung-fu ou de karaté. On choisissait des films, par exemple, on a passé le Message, un film sur le prophète et l'islam, on a passé des films d'artistes, on essayait de choisir des choses un peu hors du commun, qui sortent un peu de l'ordinaire du quartier, quoi. Et qui le permettent aussi aux gens de s'élever à... Exactement. Et d'avoir un accès, du coup, direct. C'est-à-dire que comme ça passe pas par la mairie, genre, regardez, on s'occupe de vous, on va vous passer, tu vas dans la salle, tu prends ton billet, tu t'inscris, ce qui casse une dynamique, évidemment, une dynamique spontanée. Là, tu viens dans le jardin, c'est un artiste, ils sont dedans, ils baignent dedans, et ils te montrent un film qui leur a plu. Il y avait aussi des super musiques, je me souviens, des super musiques. C'était naturel. C'était nous, c'était nos musiques, c'était nos films, c'était nos danses, c'était nos musiques, nos musiciens. Il n'y avait pas d'intermédiaire, tu vois, qui faisait que tout de suite, ça devient pourri.
Et tant qu'on est sur l'ambiance dans le parc, comment t'as fait pour ramener un banc de musculation? Ben, on l'a acheté, on a Tu l'avais acheté, on a acheté un banc de musculation complète avec les subventions qu'on a vissé. Parce que un jour, il y a un mec qui l'a emporté chez lui. Et tous les autres adolescents du quartier lui ont dit mais tu délires et nous alors c'est notre banc de muscu. Et ils lui ont fait ramener. Oui. Ils lui ont fait ramener et alors on l'a vissé au sol. Putain, Il y a une vraie intelligence Mais collective. c'est Voilà, ça, exactement, C'est ouais. ça qu'il faut Et que les gens comprennent. j'ai pas eu besoin d'intervenir, c'est les ados eux-mêmes qui ont dit à leurs copains mais tu délires complètement, tu vas pas privatiser le banc de muscu, tu le ramènes immédiatement. Donc la police qui vous disait mais cette population elle va faire n'importe quoi, elle va tout détruire. Non en fait quand il y a des trucs Voilà, positifs, exactement. ils s'organisent bien. Ils s'organisent eux-mêmes et ils font eux-mêmes la sécurité, quoi. Mais ils s'organisent parce que finalement il y a de la proximité. Vous avez recréé de la proximité. Ah oui, tout dans à ce fait. quartier, Parce alors qu'ils étaient impliqués. Aujourd'hui les gens ne font plus rien dans leur localité. Ils étaient impliqués, ils ont été impliqués dans une dynamique spontanée. C'est ça que les institutions masquent. C'est que si tu prends si tu gères notre implication, finalement, tu vas perdre l'énergie vitale. Alors que là, c'était spontané. Ouais, c'était spontané. Et puis, on a eu toutes sortes d'initiatives. On a fait des sorties, par exemple, avec tous les jeunes et les enfants du quartier. On les a emmenés au potager du roi. On les a emmenés sur les bateaux mouches. On les a emmenés au musée. On a fait des sorties comme ça, hors du jardin, pour essayer de les stimuler, pour essayer de leur montrer autre chose que la vie de quartier, quoi. Pour une population qui a souvent pas l'habitude de sortir. Tout à fait, de tout à fait. s'éloigner. Ah non, il a fallu intervenir auprès des parents qui étaient parfois pas du tout d'accord pour les sorties. Ils avaient peur. Je sais pas ce qui pouvait les déranger dans ces sorties culturelles. Mais Mais- ils avaient tellement pas. Même les parents n'avaient pas. Oui, non, l'habitude. Pour ils eux, n'avaient c'était pas sortir l'habitude. de- Tout à fait, d'une ouais, zone de tout à fait. confort. Et il fallait leur autorisation et parfois il a fallu discuter ferme avec les mamans africaines. Ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Finalement, ils sont venus, hein, les petits blacks. Incroyable. Et tu imagines, quand tu vas dans un bateau-mouche, dans cette dynamique-là, le bateau-mouche, il va avoir de la saveur. Beaucoup plus que si tu vas t'inscrire sur le registre à la mairie, où déjà tout est prévu, planifié, etc. Ça n'a pas du tout la même atmosphère. Parce que tu es impliqué, parce que ça vient de tes amis, parce qu'on va discuter directement avec les mamas africaines qui peuvent regarder. Tu as une ambiance familiale qui arrive. Tu fais pas un mail, quoi, c'est ça que tu veux Voilà. dire. Et puis, cette ambiance familiale, les gens vont se sentir à l'aise vraiment là-dedans. Et comme dit mon frère, et ça je l'ai vu, et je l'ai moi-même expérimenté dans mon milieu artistique, ce qu'on appelle l'autogestion, l'auto-organisation, avec ce que ça signifie aussi d'autoprotection, ça se fait naturellement. Il faut du temps. Ça demande beaucoup plus de temps. Donc toutes les conneries, la police va tout régler, c'est des conneries. L'État va tout régler, l'État ou on va dire l'institution, c'est pas vrai. C'est intéressant ce que dit Tristan il a utilisé le terme tout à l'heure de dynamique spontanée. Oui, oui, je le tout vois à fait, jamais tout à dans fait. la société, cette C'est une dynamique génération spontanée, ce jardin. Génération spontanée d'abord de mon initiative, seul contre l'adversité, et puis ensuite la dynamique collective, c'était spontané, oui, en effet. C'est intéressant. C'est ce qui manque, tu penses, aujourd'hui? Ah oui, ça, c'est clair que il manque d'initiatives spontanées, oui. C'est drôle parce que du coup, dans la dynamique spontanée, par exemple, pour un anecdote, tout à l'heure, tu as parlé de quand vous avez eu, tu l'expliques dans ton livre qui apparaît à l'écran, Le Jardin Solidaire, c'est quand tu reçois enfin des financements, un peu d'argent, 10 000 euros, je crois, de la mairie. 2 fois 10 000 euros de la Fondation de France et beaucoup plus du Fonds social européen. Ah oui, c'est jamais la mairie, quoi. Non, c'est jamais la mairie. Ah, ouais. C'est pour ça que c'est ambivalent, parce qu'on est soutenu par des entreprises privées et on est désavoué par le collectif, par le public. Par le public, oui. Et ce qui est drôle, c'est que tu expliques dans le livre que au moment où tu le reçois, les gens se disent « Ouais, il va tout garder pour lui, Olivier, Ah oui, etc. au début, les gens pensent que j'ai fait le jardin pour en profiter. Or, pour mettre fin à ces peurs, je faisais des réunions avec les gens du jardin régulièrement pour les mettre au courant du budget, des dépenses et des achats. Transparent. Transparent, voilà, entièrement transparent. Et il faut dire que dans le jardin, tout était toujours gratuit.
Je n'ai jamais fait Les buvettes étaient gratuites, les concerts étaient gratuits, le cinéma était gratuit, tout était toujours gratuit au jardin. Et comment vous vous approvisionniez en boissons ou aliments? Les subventions, Ah oui, d'accord. Mais avoir les subventions. de ma poche. De ta poche. Ouais. Donc c'était désintéressé, mais en plus à perdre. Parfaitement. Ah. Comment t'en es venu à cette mentalité dans une société aujourd'hui où, justement... J'avais envie de faire vivre ce terrain, j'avais envie de faire vivre le jardin, et il n'y avait pas 36 000 solutions, il fallait investir de sa poche, mais j'ai été remboursé au centuple. Pas financièrement, j'imagine. Non, mais par les activités, par l'ambiance, par le dynamisme, par l'atmosphère qui s'est créée sur le jardin. Parce que là, je pense que c'est Ça, vraiment... c'est une vraie mentalité d'esprit libre. Et puis, je pense que c'est aussi un exemple. Parce que je me souviens que tu étais seul. Je réinsiste encore sur cet aspect artistique. L'artiste, il est seul quand même, hein. L'écrivain surtout et le plasticien, le compositeur. Donc il y a une solitude qui peut parler à tout le monde. Et à un moment, Olivier n'en pouvait plus. Ah, je n'en pouvais plus. Il n'en pouvait 10 ans de réclusion à l'atelier avec la peinture en but ultime, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'avais été au bout de mes limites, j'avais besoin de me ressourcer, quoi. Sachant que c'est pareil dans le monde de l'art, c'est-à-dire que l'institution ne va pas te reconnaître. Parce que l'institution, en fait, elle a son projet de propagande artistique, et des gens comme nous, évidemment, on est complètement hors propagande, voire anti-propagande. Donc on rame, c'est même beaucoup de bâtons dans les roues, donc il y a un problème de reconnaissance, un problème de misère financière, tout ça va ensemble. Donc quand mon frère arrive à ce bout-là, refaire une sociabilité, évidemment que ça va complètement le renourrir. Et d'ailleurs, au niveau artistique, ça a relancé plein de choses. Ah oui, je me suis frotté aux installations, j'ai réalisé un kiosque en papier imprimé, j'ai réalisé un banc dit racaille, tout un tas d'œuvres in situ qui ont renouvelé complètement ma pratique artistique. Et je me souviens dans le kiosque, c'était incroyable ce kiosque, c'était couvert. Oui. On se réunissait avec les transmutants, et puis d'autres, pour refaire le monde, quoi. Parce que quand il pleuvait, on pouvait être dedans, et puis il y avait un côté un peu intime. Bien sûr. On allait dedans, et puis on était là à refaire le monde, à réimaginer, dans le lieu parfait pour la révolution, le machin, tout ce que tu voudras, quoi. Ouais. Non, des kiosques, il y en a eu plusieurs en plus. Et puis le banc, on a fait un kiosque en cagette, moi j'ai fait un kiosque en papier, on a fait un kiosque en bois, en toile. Vous aviez monté vous-même? Oui, tout ça, on a tout monté nous-mêmes, de même que la cabane des enfants, la serre, la scène, tout a été construit avec les moyens du bord, quoi. Et attends, rappelle-moi ce banc-là, ça m'avait trop fait rire. C'est un jeu de mots sur le banc dit rocaille. Le style rocaille, c'est un style qui dans les jardins de Paris. Et moi, c'était une façon de parler des ados du quartier qui étaient un peu des racailles. Donc c'était un banc dit racaille. C'était gravé en hashish sur le dossier. Ça y est, je me souviens. Ça y est, il y avait une histoire, je me suis dit, c'était complètement délirant. Ouais, c'était super ça aussi. C'est drôle. Il y a eu tellement d'aventures comme ça. Ouais, kiosques, les bancs, les serres, les gravages, je me souviens bien. On en est à presque 30 minutes d'entretien. Juste faisons un petit bond dans le temps pour... Il y a des personnes qui se demandent où va cette histoire, pour où on est aujourd'hui, le jardin solidaire. Finalement, quelle a été la finalité? Tu l'expliques bien dans ton livre. Ça a été éphémère, puisque au bout de 5 ans, on a été expulsés pour qu'ils construisent un gymnase. Expulsés par qui? Par la mairie. Par la mairie, on a été expulsés, ils ont construit un gymnase et des logements. Avec cet argument comme quoi on a besoin de logements, on a besoin de terrain de sport, voilà. Alors qu'il y avait déjà un gymnase. Il y avait déjà, le quartier est plein de gymnases et de terrains de sport. Il n'y avait pas de nécessité réelle à construire un nouveau terrain de sport. Quelle est ton interprétation là-dessus? Les décisions, elles se prennent en aval, elles se prennent 20 ans avant, c'était décidé, et ils ne dérogent pas à leur projet, hein. Il faut construire. Là-dessus, ils sont intraitables.
C'est quoi la différence entre pour une ville ou un quartier, quelle est la différence entre un gymnase et un jardin solidaire? Ah bah, c'est pas du tout la même chose. Un jardin solidaire amène une collectivité, une dynamique qu'il n'y a pas dans un terrain de sport. Et puis surtout, le 20e manque cruellement de jardins, d'espaces verts. Donc c'était un poumon, ce jardin. C'était un projet, oui, c'était du vert avant. Bon, on est 10 ans avant toutes les politiques écologiques, mais c'est intéressant de prendre ça en compte à l'époque. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et surtout, je me souviens, quand on a vu les politiques écologiques arriver après le jardin, finalement, on a été les visiter, c'est des petits lopins de terre. Ah oui, c'est des petits lopins, généralement c'est pas planté en terre mais dans des bacs, enfin c'est toujours des projets très restreints, quoi. Restreints, plutôt bobo, j'ai trouvé. Oui, souvent bobo. Souvent bobo, pas du tout avec une dynamique collective Non, de voilà. cette ampleur. Récupérer, Non, il y a eu une publicité, dynamique incroyable au jardin solidaire. C'est C'est vrai qu'il y a eu une rencontre entre une population un peu bourgeoise et une population populaire du quartier qui s'est faite de façon vraiment incroyable. Et les gens, en fait, finalement, ce que tu racontes, c'est qu'ils faisaient ensemble, il y avait des gens qui faisaient dans le local, qui recréaient quelque chose, enfin, il y avait de l'action locale, populaire, ensemble. Oui, Et bien ça, on sûr. n'a pas l'habitude de faire aujourd'hui. Les gens, quand ils venaient au jardin, on leur laissait le droit de planter où ils voulaient, de jardiner, des activités culturelles. Enfin, c'était absolument libre. Les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient au jardin solidaire. Il n'y avait pas d'interdiction. Je me souviens même que C'était c'était un ouvert la marché, nuit. Oui, pendant quelques années, ça a été ouvert la nuit. Et puis finalement, on a fermé la nuit parce que tout notre matériel disparaissait. Les brouettes, les échelles, les pics, les pelles, les pioches. Donc on a fini, au bout de 3 ans, on a fini par fermer la nuit. Donc il y avait quand même, il y avait des vols, etc. Oui, bien sûr, ça c'est inévitable dans un quartier comme ça. Mais c'est pas tragique, pas dramatique, ça ne nous a pas empêché de prospérer. Là, pour moi, il y a deux choses hyper importantes que tu dis. D'abord, c'est en effet qu'il y a des vols, des vols, parfois un peu de violence même, ou un peu de deal, etc. Si on se concentre sur ça, alors on arrête tout. Alors qu'en fait, ça n'a pas arrêté de prospérer et de se pacifier. Donc, la propagande qui consiste à dire « Ah, il y a des vols, il y a un peu de deal, il y a ceci, cela, on arrête tout, c'est l'insécurité », c'est pas vrai du tout. Il faut voir ça dans le temps et quelle dynamique pacifiée, quelle dynamique de solidarité tu vas mettre en place. Sur le temps, évidemment que tu vas pas changer les choses en 2 temps, 3 mouvements. Ça, il faut l'avoir en tête. Sinon, si tu veux tout de suite, t'as jamais rien. Non, c'est l'exemple. Je crois que c'est par l'exemple que les choses se passent. Moi, c'est vraiment en donnant l'exemple d'une activité décuplée que j'ai fini par convaincre les gens de participer à ce projet. Mais c'est génial, c'est vraiment des mentalités qu'on n'entend pas beaucoup aujourd'hui, puisque notamment pour des moindres petits projets, dans une asso, tu peux avoir une agrafeuse qui va être volée, et les gens vont s'arrêter pendant 10 jours, ne parler que de ça, et comment est-ce qu'on fait pour remplacer? Alors que toi, justement, tu dis non, ça fait partie de la vie dans ce quartier, on continue, on avance, peut-être on ferme tu t'es pas arrêté non plus aux barrières que mettait la mairie. Non. Les palissades, à chaque fois on les a enlevées, on a remis des portes, et c'était ouvert, c'était totalement ouvert. Pour le monde actuel, c'est incroyable cette mentalité-là. Parce qu'on n'a plus de courage. Parce qu'on n'a plus le courage de la confrontation. Oui, le courage c'est très important. Il faut pas avoir peur des petits événements qui arrivent en cours de route. C'est pas ça ne disqualifie pas les projets, quoi. Le projet doit continuer d'avancer et c'est comme ça que les choses avancent. C'est en ne s'arrêtant pas à la moindre adversité. Et moi je me souviens quand vous aviez reçu toutes ces subventions, t'étais déprimé. Parce que tes copains eux-mêmes te soupçonnaient de vouloir te faire du fric. Oui, je me souviens. Il a fallu. Même dans le cercle proche, il y a eu des dissensions et j'ai vu mon frère l'argent a tout de suite été un problème. Et il a fallu que je fasse des réunions collectives de gestion du compte pour faire cesser les candidatons. Et ça a pris du temps.
Même ça a pris du temps. Parce que les soupçons ont duré longtemps sur l'argent. Puis finalement, tout le monde a vu que c'était transparent. Mais même ça a pris du temps. Parce que l'argent nous servait pour le jardin, par exemple. Quand on faisait des activités, quand on faisait des concerts, on louait du matériel, des boules à facettes, des amplis, des tables de mixage. Tout ça, on louait tout ce qu'il fallait pour que les fêtes soient vraiment réussies. Le 14 juillet, on tirait un feu d'artifice. Il y avait vraiment... Tout était possible. C'est quand même trop marrant cette mentalité de transparence, alors qu'on ne demande pas la même transparence à nos politiciens. Et surtout, en fait, on valorise dans la société, les médias ne valorisent que des exemples de gens qui s'enrichissent, se surenrichissent sans se demander s'ils vont faire des bonnes choses. On parlait alors au micro du scandale de Nestlé qui est prêt à tout pour vendre ses bouteilles, etc. Ou alors on va voir à la télé, tu vas voir que des exemples de gens qui ne cherchent qu'à se valoriser, etc. et à faire de l'argent. Et par contre, dès que quelqu'un fait un projet solidaire, mais là tout de suite on exige une autre transparence, c'est quand même... Oui, non, mais moi je le comprends très bien qu'ils aient exigé de la transparence. C'était beaucoup d'argent et voilà, il fallait leur montrer que le projet ne s'arrêtait pas à l'argent, que c'était vraiment pour le jardin, pour son développement, pour les projets, pour améliorer la qualité de vie et la qualité des événements, quoi. Écoute, moi je vais te raconter un truc incroyable. J'étais à peu près à la même époque, on était en résidence à Saint-Denis, avec la compagnie justement. Et il y a eu une grande réunion, peut-être en 2009, je ne sais plus très bien, lorsque le ministère de la Culture a voulu passer une partie de ce qu'elle gérait de la culture aux entreprises privées. Et il y a eu un énorme événement, je te ferai passer l'article qui n'a jamais été publié, ils ont toujours refusé tous les journaux, donc ils invitaient les entreprises privées avec l'État. Et ils se faisaient passer un petit peu ces choses-là. Et à un moment, il y a une grande messe d'ailleurs qui se passe dans la cathédrale de Saint-Denis, pour te dire. Et alors ils invitent les professeurs de philosophie de l'université qui te rappellent ce que c'est que la République, pompeux, nul, chiant. T'as quelques rappeurs qui disent on n'en a rien à foutre de vos trucs, qu'est-ce que vous nous racontez, vous n'êtes même pas du terrain, ils étaient un peu gênés. T'avais Frédéric Mitterrand à l'époque qui était venu. Tous ces gens inintéressants, inutiles et même, on va dire, nuisibles. Déplacés, quoi. Déplacés au fin fond de Saint-Denis, qui nous faisaient la morale. C'était, tu vois, des quartiers chauds. Ça a été hyper mal reçu. Et à un moment, il dit, est-ce qu'il y a des propositions? Et moi, je me lève. Je dis, oui, j'ai une proposition. Je dis, écoutez, je vous propose, c'est très simple. Au lieu de filer les subventions à l'État, aux mairies, et aux gens qui gèrent, vous donnez directement les subventions aux artistes qui sont sur place. Vous allez voir qu'ils vont faire un travail formidable. Écoute, quand j'ai dit ça, il y a eu un silence de mort. Ils étaient étourdis, ils se sont mis à rire. Mais c'était un rire spontané. Hein. Ils se sont mis à rire parce que la proposition que je leur faisais, c'était au-delà de leur imaginaire. C'est-à-dire le fait que des artistes de terrain puissent vraiment gérer une population, pour eux, c'était juste impensable. C'est-à-dire, ils ont ri de... J'ai senti que c'était le rire... Mais c'est absurde. D'ailleurs, ils me l'ont dit. Mais c'est complètement absurde ce que vous dites. Pour te dire que ça rentrait... C'était même pas un contre-pouvoir, c'était même pas une insulte, mais il est complètement fou. Donc eux pensent bien faire et connaître le droit chemin, alors qu'en fait, on voit... Non, mais par exemple, quand Charzat parle de démocratie participative, je veux dire, c'est vraiment au jardin qu'on a éprouvé la démocratie participative, alors que ces réunions, à lui, c'était vraiment sans intérêt, sans le moindre intérêt, rien n'y était discuté, les gens n'intervenaient pas, il y avait pas réellement de représentation de la population, c'était vraiment des petits propriétaires qui parlaient de leurs pas de porte et de leurs poubelles, ça n'avait aucun intérêt. Et jamais il y a eu de démocratie participative dans les réunions du maire du 20e arrondissement. Alors que toi, c'était comment la démocratie participative? Par exemple, les gens pouvaient amener leurs projets et on leur finançait. Et puis c'était participatif de fait. C'est-à-dire que tous ces politiciens qui arrivent avec leurs grands mots de démocratie participative, moi j'ai une amie qui à Marseille,
qui s'occupe de tout ce qui est CCAS, qui soi-disant démocratie participative, elle m'appelle en disant j'en peux plus, je pars. Parce qu'il parle en effet de choses inintéressantes pour le tout venant. En plus, c'est des gens qui représentent plus rien, qui sont déconnectés, ou alors s'ils sont connectés, dès qu'ils arrivent dans ce milieu-là, ils se déconnectent tout seuls. Donc c'est juste des mots de politiciens. La démocratie participative, de fait, elle se faisait là. Elle se fait dans les rapports, avec les difficultés, avec tout ce qu'il faut gérer. Non, par exemple, à une réunion, il y a les Baïfal, donc les Sénégalais, pour une des soirées qu'on organisait, avaient proposé de faire un dîner africain. Bon, ben, on a acheté la viande, les légumes et tout ce qu'il leur fallait. Et on les a laissés cuisiner, quoi. Et ça a été génial parce qu'ils nous ont fait un buffet merveilleux, des entrées super bonnes. Ça a été un régal. Et là, je me souviens que maman est venue. Elle avait finalement, c'est une super entreprise. Bravo, mon fils. Au bout de 5 ans, hein. Justement après le spectacle, le cinéma, la fête, les bouquins, le repas. Ah, donc il n'y avait pas que la mairie, il y avait aussi la mère qu'il fallait convaincre, attention. Hein, ah non, ma mère était très... Elle était dubitative. Ouais, très dubitative sur ce projet. Dubitative. Elle se demandait si je perdais pas mon temps. J'ai jamais perdu mon temps au jardin solidaire. C'était chaque jour du bonheur, quoi. Chaque jour des nouvelles rencontres, chaque jour des nouveautés. C'était vraiment du bonheur, que du bonheur. C'est une des plus grandes expériences de Ah oui, ça a été une expérience complètement débridée, complètement nouvelle, complètement des rencontres improbables. Ça a été vraiment merveilleux, merveilleux. T'as jamais cherché à la revivre, réimpulser ça? Non, parce que par exemple, quand ils ont construit le gymnase, ils m'ont proposé de faire un jardin sur le toit du gymnase. Mais c'est pas possible, je peux pas passer 3000 mètres carrés de plein pied avec 2 entrées de chaque côté et un petit jardin sur un toit avec des plantes en bac. Ça m'intéressait pas, ça m'intéressait pas du tout. Tu l'as pris, est-ce que c'était du foutage de gueule? Oui, pour moi c'était du foutage de gueule, on peut pas comparer, quoi. Donc j'ai laissé une association prendre le jardin sur le toit, mais moi j'ai laissé tomber, quoi. Et puis j'ai plus l'énergie, je dois avouer que j'ai plus l'énergie que j'avais quand j'ai fait le jardin, parce que j'ai dépensé une énergie absolument incroyable, quoi. En plus pour lutter contre... Pour lutter et puis pour aménager le jardin, quoi. J'y étais tous les jours, tout le temps, quoi. Et puis il faut dire que c'est aussi une expérience de terrain avec tous les problèmes que ça signifiait. C'est-à-dire qu'on est confronté à la police, on est confronté à l'immigration, on est confronté à l'alcool, on est confronté à la drogue, on est confronté à la violence, on est confronté parfois au sexisme, on est confronté à des problèmes qu'on a tous, qui font partie de la société, et surtout on les résout. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire c'était pas seulement une expérience, c'est une expérience merveilleuse. C'est pas que positif, tu vois, au sens tout se passe bien, non. Il y avait des conflits permanents. Non, il y avait des conflits permanents. Voilà. Mais l'exemple du banc de muscu, c'est un exemple, parce que voilà un problème qui s'est résolu de lui-même, où j'ai pas eu besoin d'intervenir. Le banc de muscu est revenu, par magie, il est revenu. Voilà, et puis il y avait même la religion parfois qui était au milieu de tout ça. Donc des choses que l'État, soi-disant, voudrait gérer à coup de décret, qu'il ne gère pas d'ailleurs, on se demande même si c'est pas le contraire, et que de manière populaire, avec de la persévérance, du courage, de l'argent, donc des soutiens et de l'intelligence, on arrive à un résultat 1 milliard de fois meilleur. Quand moi je propose du coup à l'État, lors de ces journées de privé-État, écoutez, laissez les artistes qui sont sur le terrain gérer le truc, vous allez voir, ça va être formidable, ils rigolent. Ils rigolent parce qu'ils sont persuadés d'être dans le bon droit. Non, mais ils s'imaginent être des intermédiaires absolument nécessaires. Alors qu'on peut se passer de ces intermédiaires qui empêchent généralement les projets plutôt qu'ils les favorisent. Et c'est ce qu'on a vu. Mais c'est là l'imaginaire qu'il faut changer. Il faut que les gens reprennent confiance en eux. En eux, déjà, une personne, puis la bande de potes, puis le collectif. Mais ce qu'on a vu avec le jardin, et moi ce que j'ai vécu de manière aussi sur le plan culturel, c'est qu'en fait, on va dire, le privé-État, l'institution, au lieu de te soutenir, elle vient te casser. C'est exactement le contraire. Et on l'a vu là dans quelque chose de local, mais moi je l'ai vu aussi
à Détroit, quand j'étais aux États-Unis, où c'est aussi une institution toujours policière ou capitaliste qui vient te niquer le projet. Et on le voit de manière plus grande, la Commune de Paris, si on reprend ça, qui a cassé ça, ou le fascisme en Espagne, etc. En fin de compte, on s'aperçoit que de manière locale, ou internationale, ou plus grande, ou dans le temps, dans les différentes époques, une institution qui se prétend gérer ça et qui y croit, en plus qui y croit, le défait. Le défait. Et nous, on aurait voulu avoir au contraire une connivence avec ces institutions et ces gens qui sont finalement dans une planification capitaliste, j'emploie un terme planification parce que c'est un terme communiste, mais en fait qui est capitaliste, puisque les deux se rejoignent, te détruisent l'énergie vitale populaire. Je voulais juste te dire que l'initiateur des Green Guerillas de New York, on l'a reçu au jardin. Non. Si, on l'a reçu au jardin. Il est venu visiter le jardin. C'est incroyable ça. Non, on a eu des visites. On a Cabu qui est venu une journée faire des croquis et des dessins qui sont parus dans Charlie Hebdo. On a eu plein de gens comme ça qui venaient parfois incognito et parfois à découvert. Yannick Noah, il était passé, je me souviens. Ah ça, je m'en souviens. Si, je me souviens parce que notre mère, elle était dit, ah, il y a Yannick Noah, il est très sympathique. Ils ont parlé comme ça. Si, il était venu dans un truc, une sorte d'affaire. Tout couvert. Tout couvert, ouais. Il y a eu plein de gens comme ça. Non, il y a plein de gens qui sont passés au jardin. Ça a vraiment été. Je vous dis, pour les projections en été, on était peut-être parfois 200 sur les pelouses. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Voilà, et au bout du compte, de manière spontanée, on est plutôt libertaire, anarchiste, ou je sais pas, mais indomptable. On crée ça, tu crées ça, et finalement, c'est vrai que pour nous, ça a été un exemple et une vraie expérience de sujets politiques dont on a parlé toute notre vie. Hein, et nos parents parlaient toute notre vie. Politique au sens, la vie de la cité. Ah, c'est facile, politique, oui. Pas politicien. Pas les partis. Non, pas partisans. Voilà, ça a été vraiment... alors souvent, on nous dit, mais est-ce que c'est possible ? Bah ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et c'est toujours possible. C'est toujours possible. Il ne faut pas voir les problèmes avant qu'ils ne se présentent. Il faut avancer et résoudre les choses au fur et à mesure que les choses arrivent. Moi, je dis souvent, on a 300 000 raisons d'arrêter, surtout en plus des raisons politiques qui nous mettent des obstacles, mais il faut une raison pour pouvoir avancer. Toi, c'est vraiment ça que tu as vécu pendant ce moment-là. Oui, moi, j'avais le jardin en vue, faire le plus beau jardin de Paris dans un quartier défavorisé. C'était mon ambition et j'ai tout fait pour y arriver et je me suis pas posé les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Est-ce que tu t'es posé la question de peut-être que justement tu allais concurrencer le jardin des Tuileries, les buts de Chaumont? Non, ça c'est pas possible. C'était un jardin de quartier, ça n'avait rien à voir avec un grand jardin public comme les buts de Chaumont. Mais pas au sens la beauté du jardin, mais au sens que les gens viendraient plus à terme. C'est en 5 ans ce que tu as monté là-bas. Tu vois, tu étais aussi face à des puissances peut-être intéressantes. Le plus de jardins, le mieux. Hein. C'est surtout ça qu'il faut se dire d'abord. Donc concurrencer, je pense pas vraiment. C'est plutôt ajouter un nouveau lieu à des lieux déjà existants. En fait, dans ma question, c'est que à la fin, je pense qu'on ne trouve pas de cohérence à ce qui s'est passé. Finalement, aux obstacles qu'on t'a mis à mettre un gymnase sur ce jardin, tu vois. C'est à la fin, on comprend pas en fait cette violence. On a fait une pétition, on a récolté 3700 signatures. Et ça n'a pas suffi. Mais la cohérence, c'est la planification de l'État. C'est le fait que les agents de l'État se pensent, de droite ou de gauche, se pensent une élite qui doit gérer un troupeau. Et puis surtout, quand ils créent un gymnase, ils ont absolument l'impression de faire le bonheur de la population, quoi. Ils ont absolument l'impression d'être les gentils, les gentils qui amènent le bonheur, quoi. Ils se posent pas du tout la question des nécessités du quartier, de la nécessité d'espace vert, la nécessité de rencontres, la nécessité... Non, ils avancent à coup d'évidence, quoi. Gymnase égale bien, égale sport, égale bonheur, égale... Et puis sachant, je me souviens qu'il y avait aussi derrière, ils ont des raisons financières aussi. Ah oui, ça parce qu'il faut, ça, je me souviens, tout revient. Ils font construire le gymnase par machin, par truc. Donc voilà, donc derrière, il y a en fait... BTP. Mais derrière, il y a
il y a une gestion capitaliste du monde. Oui, tout à fait. Point. Tout à fait. La gauche n'est que la gauche du capital, on le sait bien. Ou la droite du capital, bon, ils s'entendent bien. Et que face à une vraie gestion populaire, pour eux, c'est le rire de Saint-Denis. C'est complètement absurde ce que vous racontez, c'est pas possible. Vous êtes des crétins, vous savez pas faire. Il faut un plan, il faut une idéologie, il faut un programme. Vous êtes trop bêtes pour ça. Ça n'existe pas, la collectivité réelle qui devient intelligente par elle-même. Enfin, ça a été les gilets jaunes. Hein. Dès que la mairie nous a reconnus et qu'ils nous ont intégrés au jardin partagé de la ville de Paris, ils nous ont donné un plan à respecter, des horaires à respecter. On n'a tenu aucun compte de leurs avis. Voilà. Et on va te sortir ça comme, soi-disant, c'est de l'organisation. C'est les jardins où il les faut fermer à 19h. Oui, voilà, exactement. Alors que nous, on était ouverts jusqu'à 2h du matin. Il y a une raison en fait de fermer à 20h. Ah oui, c'est pour éviter Oui, voilà, non, pour éviter que les gens ne stationnent dans le jardin. Et toi, du coup, ils stationnaient comment? Oui, bien sûr. Ils étaient là une bonne partie de la soirée. Et ça a créé des problèmes? Non, mais ça créait aucun problème. Quand il était l'heure de la fermeture, on disait fermeture, fermeture, et les gens partaient. Il n'y a jamais eu aucun problème pour fermer. Fermeture à 2h du mat. Ouais, voilà. Ouais. Mais à partir du moment où les gens se sentent... C'est facile. Ils sont investis. Ils sont créatifs dans le projet. Pourquoi ils vont le détruire? Quand ils se sentent investis bah dans oui, le projet, pourquoi? Ils le créent eux-mêmes, ils le protègent, ils étaient accueillis, ils passaient leur soirée. Nous, on faisait la révolution dans le kiosque. Pourquoi est-ce qu'on allait le détruire? C'est les flics qui venaient le détruire. Mais est-ce que le pouvoir a besoin de gens investis dans des projets? Non, c'est ça, moi, je vous laisse tirer les conclusions, tout ça, mais... À chaque fois qu'ils remettaient une palissade, ils écrasaient les plantations, hein. Ils détruisaient ce qu'on avait construit. C'était du saccage. Du vrai saccage. Du vandalisme. La mairie saccage. La mairie saccage les initiatives populaires. Mais en croyant bien faire, c'est ça, Romain, qui est ouf. C'est qu'ils pensent bien faire. C'est là qu'il y a vraiment un changement d'imaginaire à impulser dans toute la population. Les petites mains de la mairie. Mais ceux qui pensent le pouvoir par en haut, est-ce qu'ils pensent vraiment? Surtout ceux-là. Tu penses que... Ouais, surtout ça. En fait, plus tu descends, plus ils sont proches du terrain, plus ils ont des doutes. Voire ça peut être pour eux. Je vois à Marseille, je travaille avec des gens qui ont tout à fait notre conscience et qui permettent des choses extraordinaires. Mais plus tu montes, plus ils sont déconnectés, plus ils en ont rien à foutre, plus ils ont une idéologie élitiste. Mais au mauvais sens du terme, c'est même pas élitiste, une idéologie, je sais pas comment dire, une idéologie de comment on dit ça, de dualiste. Nous les bergers. Qu'ils soient de gauche ou de droite, les gens de gauche ils vont dire on va faire du social, mais selon nos critères, avec nos horaires. Et pour montrer la débilité du jeu de parti politique, qui n'est pas du tout le politique, c'est un jeu de parti partisan. Est-ce que là c'était en plus une mairie qui lui parlait de projets sociaux? Oui, je te dis, Charzat c'était un maire socialiste, et lui, la démocratie participative c'était son joujou, quoi. Il arrêtait pas d'en parler partout. Alors qu'on n'a jamais vu cette démocratie participative. C'était du blabla. C'était parfaitement du blabla. Moi, quand j'allais aux réunions et que je voulais parler du jardin, on m'empêchait de parler. Bah, c'est comme Saint-Denis, démocratie participative. Ils invitent Total, Elf, les grandes entreprises. Mais c'était ça, avec la mairie, parce que ça leur faisait de l'image. Communiste, hein. C'était communiste. Tout à coup, on va leur faire une proposition. Je me rappelle maintenant. Nous, les transmutants, on était refusés par la mairie. Parce qu'on faisait le même travail culturel que mon frère. Ce sont les gars du rap et du hip-hop, avec qui on était copains sur le terrain, qui nous ont invités par derrière. Et quand on leur fait des propositions simples, la politique, c'est pas compliqué. C'est du populaire, et on s'organise entre nous, avec toutes les difficultés, du courage, de la persévérance et de l'exemple. Et ça se fait. Alors là, tout à coup, ça leur faisait exploser le cerveau. C'est la différence entre l'organique et l'organisation. Ce qu'on fait, nous, c'est organique. Et ça aboutit à, en effet, un rythme, ça aboutit à une forme de respect, etc. Eux, ils arrivent avec de l'organisation, ils sont persuadés qu'ils font bien. Donc ils arrivent déjà avec un plan, une méthode, et que c'est forcément du bien, et puis ça fait la bonne conscience, tu fais qu'ils se graissent la patte, ils se regardent le nombril.
Alors, je dis de gauche, là, c'est des communistes socialistes, mais c'est pas mieux à droite. Hein. C'est un peu moins hypocrite éventuellement, mais c'est pas mieux. Hein. Dire. En fait, c'est que un jeu de parti. C'est un jeu de parti, voilà. C'est du blabla. Non, par contre, il faut quand même admettre qu'ils nous ont amené quelques facilités. L'eau et l'électricité. Ça, c'était pas mal. Parce que l'eau, on la récupérait dans les immeubles du voisinage qui étaient murés. Et l'électricité, on le tirait de chez les particuliers. Donc ça nous a pas mal aidé qu'ils nous mettent une adduction d'eau et un compteur électrique. Que ça s'était venu justement par les voisins, parce qu'il me semble, qui avaient demandé que cette histoire d'eau et d'électricité. C'est aussi les particuliers qui ont... Ah non, c'est nous qui avons demandé, qui avons demandé pour le jardin. Ah, ça c'est cool. Voilà, ils nous ont fait ça. Et ça, c'était pas mal. Ah, c'est marrant, pourquoi ils allaient mettre des palissades Non, mais je dis au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Hein. Ah, 2 ans et demi, 3 ans. Et comment t'as fait pour faire fleurir un jardin sans eau l'eau, on la récupérait dans les bâtiments murés autour du jardin. on tirait des tuyaux. Si, bien sûr. Tu tirais le tuyau d'arrosage? Ouais, on tirait les tuyaux depuis les immeubles du voisinage et on arrosait le jardin. Gratuitement et sans... Enfin, pas gratuitement, c'était les... Oui, voilà. Non, mais c'était des immeubles murés, donc voilà. Génial. Du coup, ils avaient une taxe en énergie, en eau. Je sais pas, oui, mais... Et on ne sait pas qui, parce que du coup, c'était pas des particuliers. Mais ça, encore, c'est hyper important, parce que... Copro. Non, il n'y a pas de copro, c'était emmuré. Donc c'était... On ne sait pas qui. C'est la ville de Paris, quoi. De Paris. Et ce genre, il faut aussi oser ça. Je veux dire, quand tu vas faire des projets... Quel qu'il soit. Ah oui, non, il faut admettre qu'il y a eu quelques entorses avec la loi. Hein. On a récupéré pas mal d'outils dans les chantiers avoisinants, on a récupéré l'eau dans les immeubles du voisinage, on a tiré l'électricité depuis des particuliers autour. Voilà, il y a eu plein d'entorses avec la loi, c'est clair. Mais il faut bien l'admettre, c'est pas non plus, ça mange pas de pain, quoi. Et surtout vu le résultat, moi c'est ce que j'ai vu à Détroit. Je me souviens à Détroit, ils construisaient plein de machines à usage collectif, notamment beaucoup de l'informatique. C'était pareil, ils récupéraient à gauche, à droite. Et au final, ça crée une telle dynamique collective que tout le monde est d'accord. Évidemment, parce que puis ça pacifie, c'est vachement important, ça pacifie le quartier. Parce qu'on parle de sécurité, on se dit sécurité, donc plus de flics, donc plus de répression. C'est exactement le contraire. Sécurité, donc plus d'entraide, plus de connivence, plus de participation. Et après la sécurité... Mais non, mais c'est en faisant société, qu'on résout les problèmes de violence, de pauvreté, d'isolement. C'est comme ça qu'on résout les problèmes, c'est pas en mettant des policiers derrière chaque citoyen. Ça n'a aucun sens. Voilà. Les jeunes qui étaient en complète peut-être perdition, je ne sais pas si j'ai les bons termes et tout ça, comment est-ce qu'ils étaient au bout de 5 ans d'investissement dans le parc? Ah ben, ils avaient changé, vraiment, ils avaient changé. C'est-à-dire qu'ils participaient vraiment aux initiatives, ils participaient à toutes les fêtes, ils donnaient un coup de main, ils jardinaient, ils se sont investis, ils se sont vraiment investis. Et ils ont quitté la rue, quoi. Et puis il y avait cet aspect, je me souviens, physique. D'ailleurs, vous aviez tous pris des muscles, je me souviens. Et ça, c'est vachement important aussi à dire aux jeunes ou aux gens qui voudraient reprendre un projet comme ça. Ce que tu dis... il vient un truc physique. C'était une physicalité. Il traînait plus en bas des quartiers. Voilà, c'était une physicalité, c'est une rencontre réelle. Et puis c'était l'exemple, c'était le courage, c'est ne pas s'arrêter au premier truc, ne pas voir la loi comme quelque chose de indépassable, de rédhibitoire, ou le conflit. Toutes ces expériences-là du réel, fort, dur, en plein Paris, quoi, dans un milieu super urbain qui amène de la nature. Et c'est ça qu'il faut passer aux jeunes, Olivier. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est par l'exemple, hein, je le redis, mais c'est vraiment en donnant l'exemple que les choses se résolvent. Donc c'était accessible et tu avais un exemple. En fait, la plupart venaient, c'est ce que tu racontes dans le livre, ils venaient, ils regardaient qu'est-ce qui se passe ici, ils se moquaient un peu. Ouais, et puis finalement, en regardant un peu plus profondément, ils étaient convaincus, quoi. Et tout le monde. Et tu leur disais pas, faut remplir, faut s'inscrire. Non, il n'y avait aucune inscription, c'était libre, tu pouvais venir jardiner 10 minutes ou ne pas jardiner et te mettre sur la pelouse et buller.
tu faisais ce que tu voulais au jardin, il n'y avait pas d'obligation. Et des jeunes qui restaient peut-être des fois à traîner en bas ou à rien faire chez eux, etc. Là, ils passaient combien de temps des fois? Ah bah, les jeunes ils s'appelaient les jeunes de la réfo, la forêt. Ouais. Parce que le jardin, pour eux, c'était un peu une forêt. C'est la forêt. Donc, les ados, ils s'appelaient les jeunes de la réfo. Et eux, ils s'étaient fait un petit... près de l'entrée de la rue, du passage de l'impasse Satan, ils s'étaient fait un petit local où ils se réunissaient, où ils passaient des après-midi entières et des soirées. Ils ne partaient plus. Ah non, ils restaient au jardin. Montrer l'exemple et l'accessibilité. Ouais, finalement. ouais. C'est un bon résumé de ce projet. C'est magnifique d'en parler. Puis ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout En fait, seul. les bonnes choses se font toutes seules. Ça se fait tout seul. Ah, non, là, je vous tempère un peu, ça se fait pas tout seul. Il faut beaucoup d'énergie. Ça demande une énergie décuplée, quoi. Et tu as quand même beaucoup moins d'obstacles pour des petits projets. Des fois, quand on est dans le monde associatif, les gens ont des projets, on leur dit bah, vas-y, fais-le. Puis ils sont là, non, je vais pas le faire. Toi, tu as cassé toutes les. Tu t'es jamais laissé abattre par. Non, jamais. Il a fallu qu'ils mettent un gymnase aussi. Ouais, non. Mais en tout cas, tous les Et encore, entreprises. il a failli casser le gymnase. Tous les entreprises de découragement me sont passées au-dessus de la tête. Comment t'expliques cette mentalité, toi qui... Parce qu'on fait une chronique Esprit Libre où justement on essaie de parler... J'étais absolument résolu, quoi. J'avais une résolution inébranlable. Qui vient d'où? De ces années à l'atelier, j'avais vraiment besoin de construire quelque chose d'autre, de nouveau, de différent. J'avais besoin de rencontrer les gens et pour moi c'était un projet vital, quoi. Vraiment vital. Ma vie était en jeu parce que sortant de l'atelier au bout de 10 ans, j'étais exsangue, quoi. C'est ça. C'était l'instinct de survie, quoi. Voilà, exactement. Il faut vraiment avoir ça en tête, Romain. C'est que quand tu fais de l'art, tu y vas par passion, tu y vas par vitalité, c'est ta vie qui est en jeu. Et puis tu te rends compte que l'industrie culturelle est tellement cooptée par le politicien que tu finis exsangue. Tu finis exsangue. Donc, à la fin, c'est vivre ou mourir. Et donc, tu as un sursaut de vitalité qui est « mais je ne peux pas me laisser enfermer, isolé de cette manière-là. Il faut reprendre du social. » Et là, ça a été du social à la base, à côté de chez toi, quoi. C'est vraiment lié. Un artiste qui prend conscience de son isolement fabriqué, programmé, et qui à un moment dit « mais je veux retrouver mes frères humains, parce que l'art, c'est ça, au bout du compte. Quand mon frère fait un tableau, c'est pour ce que ce soit exposé à tous. Et d'ailleurs, les tableaux que tu fais, enfin les brancards, tout ce que tu fais, c'est la même idéologie que le jardin. Ou moi, les spectacles que je fais avec aujourd'hui Seul, Les Transmutants ou d'autres, c'est la même idéologie que le jardin solidaire. Là, tu fais sur les brancards, c'est toujours cet esprit qui t'anime. Quand tu vois justement d'où tu penses que quand tu vois quelqu'un qui justement a des blocages aujourd'hui ou voudrait avoir des projets associatifs ou tout ça, ne va pas les faire, d'où tu penses que ça vient pour lui? Tout est fait pour le décourager. Okay. Parce que il faut l'autorisation de ceci, l'autorisation de cela. Ça casse la spontanéité. Donc l'administratif, beaucoup, et le politique. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs psychologiques, mentaux? Parce que toi, t'es allé au-delà de ça. C'était ta mentalité qui a fait. Oui, tout à fait. Donc, quel regard tu portes sur la mentalité des gens en société en France ou je pense qu'ils sont découragés, moi. Je pense que vraiment, il y a un découragement général et global, quoi. Devant le monde tel qu'il va, quoi. Tu le comprends? Oui, je le comprends. Ouais. Tu penses que ça vient d'où, ce découragement? De la société telle qu'on la vit, je veux dire, où la question de la violence est devenue une question absolument centrale. On en parle comme si on vivait dans la jungle. Faut pas exagérer. Tout est fait pour décourager les gens. Les manifestations, c'est pareil. L'intervention de la police, les brigades motocyclistes, les grenades qui arrachent des mains, les LBD qui arrachent des yeux. Qui tuent. C'est pour décourager Tout est fait pour nous décourager. Décourager de manifester, décourager d'entreprendre des choses. Tout est fait pour nous décourager. Et les Gilets jaunes, ça a été quand même le pompon. Parce que quand les Gilets jaunes, qui a été là, un mouvement populaire, national, international même, parce qu'il y avait dans plusieurs pays, pas des Gilets jaunes, mais des mouvements populaires, j'ai tout de suite compris qu'il fallait suivre ce mouvement. Et que si ce mouvement était écrasé,
Après, ça partait en roue libre. Et aujourd'hui, c'est là où on est. On n'a pas compris qu'il fallait absolument soutenir ce mouvement et pas commencer à blablater sur c'est l'extrême gauche, ils ont tout fait pour décourager les gilets jaunes. La droite, la gauche, tous, ils leur ont cassé du sucre sur le dos. Ça a été épouvantable. Alors que c'était un mouvement absolument à soutenir. C'était un mouvement populaire, c'était un mouvement dynamique, c'était vraiment une renaissance du peuple. Et tout a été fait pour le décourager. Tout. Un jeune aujourd'hui qui a été beaucoup formaté dans la société ou tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui pour impulser un monde plus cohérent pour l'être humain ou un monde qui... j'ai pas de solution miracle. Non, on parle pas de solution miracle, mais les petits éléments de vie. Non, il faut pas se décourager, il faut résister. Vraiment, il faut résister à l'entreprise générale de découragement, quoi. Même les petites idées, il faut les faire, quoi. Et se réunir. Premier pas, c'est sortir de son petit chez-soi, aller voir son voisin, aller voir ce qui se passe en bas. Se réunir, moi j'en suis là en tout cas. C'est réunir des gens forcément qui n'ont pas l'opportunité de se rencontrer. C'est ce que vous faites avec votre média, hein. On essaye. Du coup, tu as dit à l'époque que tu avais cet instinct de survie qui t'a fait faire ça, et ensuite, avec tous ces obstacles, tu as fini épuisé au bout de 5 ans. Aujourd'hui... Non, j'ai très mal vécu l'expulsion, quoi. Oui. C'est ça. 5 ans de ma vie qui partaient en fumée, j'ai très très mal vécu ça. 5 ans de ta vie, c'est plus que ça. Ça a été de l'espoir, de l'énergie, un truc énorme. Nous, on a tous déprimé quand on a appris ça. Ça a même devenu un tabou, on ne voulait plus en parler. Ça aurait pu faire se révolter le quartier contre... je te dis, il y a eu une pétition, et je vous jure, quand ils ont mis un cadenas et qu'ils ont fermé les jardins solidaires et que les petits gamins se sont retrouvés dans la rue, ça a été la déprime complète. Se retrouver de nouveau dans la rue, ça les a foudroyés, quoi. Donc, ces gamins de la rue qui venaient dans la réfo, la forêt, là tout d'un coup, cadenas sur le grillage, et vous ne pouvez plus enlever les palissades. Fini, terminé. Le jardin rasé. Du jour au lendemain, ils ont fait venir les bulldozers, ça a été rasé en 10 minutes. Alors que là, on parle de jeunes, justement, de quartiers qui sont stigmatisés et qui essaient de s'en sortir. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces jeunes Pas mal sont passés par la case prison et c'est un peu la débandade, quoi. C'est des petits boulots, des métiers... Ubérisation. Des métiers difficiles, la boucherie, la sécurité, une vie cassée, quoi. Tu retournes les voir des fois Je les croise, oui. Ils m'appellent toujours le jardinier, 20 ans après. Bien. Le jardinier. Je suis passé à la postérité comme le jardinier. Incroyable cette expérience. Et comment tu le vis toi 20 ans après J'ai écrit un livre parce que sur le moment je tenais des petits carnets, je notais plein de choses dans mes petits carnets et 10 ans plus tard j'ai eu envie que cette expérience passe un peu à la postérité, donc j'ai écrit un livre que j'ai publié en 2016. Qui raconte cette expérience. Qui raconte cette expérience, bien sûr. On espère que ça pourra inspirer d'autres personnes. Ah oui, non, mais je l'ai écrit pour ça, pour inspirer. Bravo Olivier. On est là, hein, on continue. Tu veux conclure cette émission, Tristan ? Moi c'est beaucoup d'émotions. C'est normal. Merci Olivier en tout cas d'avoir fait tout ça. Ça représentait beaucoup ce... Ouais, c'est toute notre vie. Pas que le jardin, mais cette lutte, cette résistance. Non, c'est difficile. Là, on est vraiment au creux de la vague, quoi. C'est vraiment dur. En société. Ouais. Les choses n'avancent pas, quoi. J'ai l'impression qu'elles reculent, même. L'expérience de ce jardin, Tristan, ça a été... mais parce que ça s'inscrit dans toute une histoire pour nous, tout un héritage. Ou ce qui fait aujourd'hui les brancards, ou tout ce qu'on a fait nous avec Julia pendant les confinements, où on a ouvert un lieu clandestin de danse et on a dansé. Je veux dire, on est de tous les combats, droite-gauche, qu'on arrête avec ces conneries, quoi.
Tous les combats pour l'énergie, pour la beauté, pour le bonheur, quoi, c'est tout. Et puis quand on arrête avec ces étiquettes à la con, c'est simple, c'est tout. Tu voulais rajouter? Non, je suis d'accord. On espère que justement ça pourra inspirer des personnes pour changer demain. Yes. Merci Tristan, merci Olivier. Il n'y a pas de quoi. C'était très très beau. Le livre, les gens peuvent le trouver sur À la quelle CNT. plateforme? Non, il faut le commander sur Internet à la CNT. La CNT, Oui. voilà, qui est la commission... La Confédération Nationale du Travail. Voilà, exactement. Bon, C'est eux qui m'ont édité. N'hésitez pas à aller chercher le livre d'Olivier Pinalli. Merci à tous. N'hésitez pas à trouver le dernier, le magazine Nexus en kiosque. À bientôt à vous deux. Au revoir. Salut.